Bonjour Sébastien, alors de quel risque psychosocial allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Mélodie, je vais aborder la question des relations sociales au travail. En effet, c'est un vaste domaine car ça comprend les relations avec l'extérieur, comme par exemple avec les clients, les usagers, les patients ou encore les élèves. Et il y a les relations sociales internes avec les collègues, la hiérarchie ou les équipes que l'on encadre. En effet, le spectre est très large et il faudrait consacrer plusieurs chroniques à cette thématique pour tenter d'en faire le tour. Alors qu'avez-vous décidé d'aborder aujourd'hui ? Je propose de parler de l'un de ces aspects transversaux. Vous savez, l'article R4121 du Code du travail nous dit que l'employeur doit rédiger et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est également appelé par son acronyme DUER ou DUERP si on veut préciser l'aspect des risques professionnels. Et l'article L4121-2 du Code du travail, lui, nous dit que l'employeur doit éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre le risque à sa source. Mais pour le cas des risques psychosociaux liés aux relations sociales, ils ne peuvent pas être supprimés, car pour cela, il faudrait supprimer toute relation sociale au travail. Or, c'est évidemment impossible. Même en télétravail, même en étant artisan seul dans son atelier, il y aura toujours un contact avec un client, un fournisseur, un banquier ou autre. Il faut donc les prévenir. Mais dans ce domaine des relations sociales, tout n'est pas maîtrisable, que ce soit avec les relations externes à l'entreprise, comme pour les relations internes. Et aujourd'hui, nous allons voir que quand cela tourne mal, il y a un risque de harcèlement qui peut être élevé, même sans le savoir. Et oui, la question du harcèlement est un sujet qui est de plus en plus pris en compte par les pouvoirs publics, comme avec la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. Effectivement, oui, le harcèlement n'existe pas que dans le cadre du travail. Il peut exister dès qu'il y a des relations sociales, donc au travail, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi dans le cadre scolaire, ce qui est une forme de travail également, bien évidemment, dans la vie conjugale ou familiale, dans notre vie de loisirs, de bénévoles, etc. Et comment le harcèlement se définit-il alors ? Pour ce qui nous intéresse, il y a le code pénal, avec l'article 222-33-2-2, qu'il définit comme ceci. C'est le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Et l'infraction est également constituée, soit donc petit a, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, ou même que chacune de ces personnes n'a agi de façon répétée. Et petit b, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition. Donc il peut y avoir harcèlement même si on tient ces propos ou comportements qu'une seule fois. Et oui, il y a maintenant une extension de la responsabilité qui fait que plusieurs personnes, agissant ainsi qu'une seule fois, peuvent quand même être dans une situation d'être harceleurs. Vous savez, parfois une équipe se ligue tacitement contre une personne. Cela permet de prendre en compte ce type de situation. Et quelles sont alors les sanctions ? Pour le harcèlement moral, la sanction peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et est-ce que c'est la seule définition du harcèlement moral ? Non, il y a le code pénal d'un côté, il y a le code du travail de l'autre. Et lui, le code du travail, il nous dit que dans l'article L1152-1, il nous dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Cette définition est étonnante car il est dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet. Cela signifie quoi ? Pour les agissements qui ont pour objet la dégradation des conditions de travail, cela mène la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire celle du but visé. Les agissements de la personne A ont pour objet, c'est-à-dire pour but, la dégradation des conditions de travail de la personne B.
On est dans une situation où ce que fait la personne A peut clairement nuire à la personne B. Oui, et ce que peu de personnes savent, c'est qu'il y a également harcèlement quand les actions de la personne A ont seulement pour effet une dégradation des conditions de travail de la personne B. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention de dégrader les conditions de travail de la personne B, mais que cela se fait quand même. C'est l'effet produit sans le vouloir. Donc le harcèlement ne se définit pas nécessairement par l'intention de nuire, mais par la nature même des actes et de leurs effets. Oui, et à cela s'ajoute l'adjectif susceptible pour introduire le fait de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel. Là aussi, la question n'est pas de savoir si je me sens altéré dans ma santé physique ou mentale, mais bien qu'il y ait possibilité que ces agissements altèrent ma santé physique ou mentale. Merci Sébastien pour cette chronique sur le harcèlement moral. Et puis il y a aussi d'autres harcèlements possibles. Oui, il y a le harcèlement sexuel et ça sera le thème de ma prochaine chronique.